Bienvenue dans le 28e épisode du podcast de Contournement. Moi c'est Alexis et chaque semaine je reçois des invités passionnants pour parler des technologies no-code et surtout de ce qu'on peut faire avec. D'ailleurs, si vous voulez vous y mettre, on propose aussi des formations à plusieurs de ces outils et qui sait, peut-être qu'un jour c'est vous que j'interviewerai dans ce podcast. Mais d'ici là, je vous présente Patrice Cassard, un entrepreneur et précurseur de ce qu'on appelait le Web 2.0. Alors si vous avez été cool dans les années 2000, peut-être que vous avez acheté un t-shirt sur lafraise.com ou alors plus tard des chaussettes Archiduchesse. Depuis plusieurs mois, Patrice s'est mis à fond sur le no-code et partage ses expérimentations sur son compte Twitter. J'ai suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt et finalement je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en parle ici. À mon avis, vous n'allez pas être déçus par le parcours de cet autodidacte créatif et inspirant. Bonjour Patrice, merci d'avoir accepté mon invitation pour échanger ensemble sur le podcast. Décidément, je suis pas encore bien réveillé. Alors, ça fait un moment que je voulais te proposer de venir, et puis j'osais pas trop au début. J'ai commencé à t'intéresser au no-code. Enfin voilà, j'ai attendu le bon moment, puis j'ai vu que tu commençais à vraiment publier beaucoup de choses sur Twitter. Tu faisais des looms même où tu présentais un peu des choses que tu avais prototypées. Je me suis dit bon, quand même, il était temps qu'on parle de tout ça. Donc voilà, tu es un vétéran vraiment de l'entrepreneuriat numérique. Ouais. Je sais pas, désolé, je sais pas si c'est... même. Non, j'aime bien un vétéran, tu vois, Ouais. ça fait un peu genre aussi d'avoir des grades, tu vois, mais l'idée est pas de dire que... Non, mais c'est vrai que l'histoire du web, finalement, est pas si vieille que ça, mais tout va tellement vite qu'on a l'impression que voilà, des choses qui se sont passées dans les années 2000, c'est déjà un peu la préhistoire. Une époque où on parlait du web 2.0, des choses comme ça. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Justement, on va revenir un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur et puis voir ce qui t'a amené au no-code, un peu ta vision de ces technologies et puis peut-être justement ce que ça t'a inspiré pour des nouveaux projets. Donc voilà, pour bien commencer, je vais te laisser tout simplement te présenter et commencer à nous raconter un petit peu tout ça. Ouais, je m'appelle Patrice, j'ai 49 ans, j'ai 2 filles, et je bosse, je fais du web depuis 98, je crois, enfin 1998, ouais. Et j'ai monté en fait plusieurs boîtes que j'ai soit revendues, soit arrêtées, parce que donc la première c'est lafraise.com que j'ai monté en 2003 et que j'ai revendu en 2006. C'était un site de vente de t-shirts fait par des graphistes où les gens pouvaient voter, etc. Et puis après j'ai pris 3 ans en fait de break et j'ai monté en 2009 Archiduchesse.fr qui est un site de vente de chaussettes fabriquées en France et que j'ai revendu en 2012. Ensuite j'ai repris en fait un break de quelques années. Et puis j'ai monté une boîte qui a pas marché, en fait, qui marchait pas suffisamment en tout cas et qui m'intéressait pas spécialement. En fait, c'était Super Bécane, c'était des articles de vélo un peu sympas pour les cyclistes urbains. Et donc là, j'ai même eu en fait le site et des boutiques physiques, enfin une boutique après l'autre, hein, et du coup voilà. Donc ça s'est arrêté il y a 2 ans ou 1 an et demi. Et voilà. Et alors, mais maintenant, je cherche une nouvelle idée et en attendant de la trouver, en parallèle, en fait, je m'intéresse effectivement beaucoup au no-code. Ok, on va revenir un petit peu sur ces différents points. En fait, moi déjà, il y a une question que je me posais, c'était de savoir un petit peu ton background avant d'être entrepreneur. Alors, même si tout est un peu lié, mais ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que tu es développeur à la base, designer, je sais pas? Non, pas du tout. En fait, je suis autodidacte à 100% parce que j'ai arrêté l'école en première. Ok. Et donc j'ai même pas le bac. Et puis j'ai commencé, en fait, je suis parti à l'armée, j'ai commencé à travailler là où je pouvais, en fait. Sans le bac, c'était pas évident. Et puis de fil en aiguille, je vais pas te faire le déroulé de tout ce que j'ai fait avant, mais en fait, j'ai fini par atterrir en fait dans un supermarché où je vendais en fait des ordinateurs. Et donc, en amont de ça, l'informatique m'a toujours passionné. Hein. Quand j'étais petit, j'avais un Commodore 64. Enfin, c'était une passion, si tu veux. Et puis, d'accord, t'avais quand même quelque chose qui t'a amené vers tout ça, quoi. Ouais. Donc, c'est pas les études pour le coup, mais non, c'était la passion en fait de l'ordi, quoi. Et donc j'ai vendu des ordis, et puis après en fait j'ai fait une formation pour faire des sites web, mais ça devait être je sais pas en quelle année, en 97 ou un truc comme ça. Puis j'ai été recruté par une boîte à Châlons-en-Champagne pour faire des sites, mais à l'époque c'était vraiment très très basique, hein. C'était il me semble qu'on les faisait avec FrontPage ou peut-être même peut-être Dreamweaver à l'époque, je sais plus.
Donc déjà du no-code. Ouais, finalement. et puis ouais. Mais je pense que j'ai utilisé tous les outils no-code préhistoriques, c'est-à-dire que, enfin, que ça soit Dreamweaver, FrontPage, il y en a même un en fait que j'ai utilisé qui existe quasiment plus, c'est PHP Nuke. Enfin, voilà. Bref, et donc du coup j'ai bossé là-bas, enfin dans cette agence pendant un an, et puis ou un an ou peut-être même un peu plus. Et en 99, j'ai été recruté par une boîte qui s'appelait Ludigames, en fait, qui est devenue Gameloft par la suite. Ok. En fait, c'était un des frères Guillemot qui avait monté ça, donc j'étais engagé à l'ouverture de la boîte, et je m'occupais du site web et du web en général. Et comme en fait cette boîte a mis très longtemps à décoller, parce que le marché était pas prêt, en fait, le but c'était de faire des jeux sur les téléphones portables, sauf que les téléphones portables de l'époque, en fait, ils supportaient absolument rien à part le Snake, quoi. C'est-à-dire que c'était vrai, ils se sont vraiment positionnés en amont. Et donc je suis resté là-bas 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et comme en fait il y avait pas de marché, mais que j'étais payé pour faire le site, une fois que j'avais fait une fois que j'ai eu fait le site, j'avais pas grand chose à faire si ce n'est de la veille. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en fait sur les téléphones mobiles, donc pour que ça rejoigne un peu le thème de la boîte. Et donc j'ai créé en fait une sorte de communauté en fait de fans de téléphone. Et c'est une sorte de blog en fait, où je mettais les infos que je trouvais, etc. Je faisais de la veille. Et il y avait aussi un forum, un truc comme ça, enfin pour que les gens puissent échanger, ou c'était Non, toi en fait, qui c'était vraiment puis... sur le format d'un. Enfin, en fait, c'était à l'époque, ça s'appelait pas vraiment un blog, mais en fait, en gros, je sais plus avec quoi je l'avais fait, mais en gros, je postais les infos et puis on commentait en dessous. En fait, il y avait des commentaires, donc on discutait en dessous. D'accord. Et un truc marrant, par exemple, un des premiers participants de cette communauté, c'était Eric Dupin, qui a monté Presse Citron après. Ouais. Ah oui, bien sûr. Lui, pour le coup, est devenu un blogueur influent dans la tech. Je crois qu'il a arrêté d'ailleurs. Il a arrêté, longtemps, il y a quelques mois en fait. Il a gardé que sa newsletter, je crois. Et puis après ça, en fait, comme je m'intéressais vraiment au mobile, qui s'appelait pas encore les smartphones, mais ce qui allait arriver. En fait, Microsoft en fait sortait un modèle de téléphone, et du coup ils m'ont un nouveau modèle de téléphone qui s'appelait je me rappelle plus du nom, mais c'était un des premiers smartphones en fait. Donc donc du coup ils m'ont fait passer en fait une sorte de diplôme, enfin ils appellent ça MVP en gros c'est donc c'est les personnes qui sont le plus calées sur un sujet. Donc je suis parti aux US pendant une semaine ou deux, et puis et du coup en fait ça m'a permis, quand j'ai quitté en fait Ludigame, d'être consultant, notamment pour Orange, sur le sujet en fait de ces téléphones-là. En fait, ils n'avaient pas réellement l'expertise, notamment au niveau du support, etc. Et du coup, quand il y avait des questions un peu techniques ou un peu complexes, c'est moi qui prenais la main, je répondais aux clients, etc. Et ça a été, c'était une mission qui avait été très bien payée, qui a été très bien payée. Et du coup, avec l'argent que j'ai gagné en faisant ça, je me suis dit j'avais pas envie de continuer à faire ça. Et puis je me suis dit, j'ai envie de monter une boîte. Et donc à l'époque, je regardais un peu ce qui se faisait aux US, et je suis tombé sur en fait, ça s'est pas passé comme ça. J'ai commencé à monter, j'ai monté un site de vente en ligne, en m'appuyant en fait en partie sur la communauté que j'avais acquise avec le précédent site sur les téléphones. Parce qu'il y avait un petit bassin, il y a peut-être 1000 personnes ou peut-être même pas. C'est pas mal pour commencer. Ça permet de démarrer avec déjà une petite audience ou quelques gens à consulter. Surtout à l'époque, parce que c'était, il y avait ni Facebook, ni Twitter, ni rien. C'est-à-dire que si tu posais un site dans un coin, personne ne le voyait, quoi. Et donc avec ce que j'avais gagné, en fait, j'ai monté ce premier site qui s'appelait déjà La Fraise, mais qui était pas sur le principe en fait de La Fraise. En fait, c'était, je vendais en fait ça ressemblait en fait, je me rappelle plus du nom de ce site américain qui vend, c'est ThinkGeek, je crois, qui vendait en fait que des accessoires en fait pour les geeks, pour les nerds en fait. Donc c'était, je sais pas. Ouais, des mugs avec Doctor Who dessus, des t-shirts, le couteau suisse avec la clé USB à l'époque, etc. Enfin voilà. Donc ça, j'ai monté ce site, je m'étais stocké un peu, j'avais fait faire quelques t-shirts, je dois en avoir 5 ou 6 modèles. Et pendant 6 mois, je crois,
peut-être même un peu moins. Ça a marché en fait. Je vendais en fait des trucs, donc j'expédiais les commandes. Et donc ça, tu faisais ça tout seul, quoi. Tu faisais la logistique, t'avais ton petit stock chez toi, et puis chez moi, j'avais okay. un grand appart parce qu'on était à Saint-Étienne à l'époque, donc les loyers sont pas chers, donc on avait un immense appart et il y avait vraiment de quoi stocker et me faire mon bureau. Et puis donc Cool. j'ai fait ça pendant 6 mois ou un peu moins. Et en cours de route, en fait, en faisant de la veille, en regardant ce qui se trame aux US, je tombe en fait sur un site qui s'appelle Threadless. Et je comprends pas tout de suite le principe, en fait, parce que c'est à l'époque, c'était pas courant. Et en gros, c'était donc des graphistes qui postaient des visuels sur le site. L'ensemble des gens, donc graphistes, clients potentiels, votaient sur ces visuels, donnaient une note s'ils aimaient pas. Et Threadless, en fait, faisait imprimer les t-shirts qui avaient les meilleures notes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, le concept est génial. Il y a pas vraiment d'équivalent en France. Enfin, il y en a même pas du tout, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est ce que je veux faire. Et du coup, comme on dit maintenant, j'ai pivoté. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai coupé le site pendant quelques mois. Et j'ai fait développer, en fait, par un gars que j'avais rencontré à Saint-Étienne qui a fini par monter Axome, en fait, qui fait des sites marchands maintenant. Enfin, il en faisait déjà à l'époque, mais il faisait plutôt plus des sites génériques. Et donc comme c'était le seul développeur que je connaissais, je lui ai dit fais-moi ça et puis à la place de te payer, je te file une com je te file un pourcentage de la boîte. Ah non, c'était une com à l'époque, une com sur les ventes. Sur chaque vente. Ouais. Voilà, donc il trouvait que le concept était marrant, donc il a développé le truc. Et on en a mis en ligne. Et je crois que le premier mois, j'ai gagné. En gros, le site était à l'équilibre dès le premier mois. Je me rappelle plus les chiffres exactement, mais et mois après mois, c'est monté. En gros, le site c'est j'ai rien eu à faire. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook ni de pub ni d'AdWords à mettre. Mais le site a fonctionné de mieux en mieux pendant 3 ans. C'était une croissance vraiment organique, quoi. Mais alors, juste pour rappeler aux gens, parce que moi j'ai connu, Threadless, je me souviens parce que moi j'avais pas mal d'amis designers en plus, donc pour eux, enfin pas Threadless mais la fraise, pardon. Et donc je pense que même j'en ai un ou deux qui ont dû envoyer, je me souviens plus s'ils ont eu des t-shirts qui ont été imprimés, mais qui ont postulé, tu vois, enfin qui avaient envoyé des visuels, parce que je pense qu'à l'époque c'était devenu quand même quelque chose d'important pour les graphistes, quoi. Tu vois, en fait, après, bon, il y a enfin, les 2 premières années, on va dire en fait, ça permettait aux graphistes, en fait, de montrer leur boulot. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il y avait rien de vraiment structuré. C'est-à-dire qu'il y avait pas, en fait, Behance ou Dribbble, etc. C'est-à-dire qu'en gros, les graphistes, ils avaient un portfolio. Si on tombait pas dessus, on le voyait pas, quoi. Et du coup, en fait, ça leur permettait d'avoir une certaine visibilité, c'est-à-dire que les clients, les clients des t-shirts, en fait, n'étaient pas forcément en fait que des clients des t-shirts. Ils pouvaient avoir des boîtes ou des choses à leur faire faire. Et ben sous chaque profil, il y avait le lien vers le portfolio, etc. Après, ils étaient payés si jamais le t-shirt était imprimé. C'était pas non plus que ça le truc. Bien sûr, non. Et du coup, parce que là-dedans, je trouve qu'il y a une mécanique assez intéressante aussi je sais pas si c'était calculé ou pas, mais tu vois, du fait que, du coup, les graphistes vont aussi être amenés un peu à peut-être faire la promotion du site, à ramener des gens sur le site pour voter pour eux, ou tu vois, une espèce de truc. Ouais, et puis non, mais en fait, la mécanique, je peux dire qu'elle était ultra bonne, mais parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Threadless, mais elle était imparable. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, en fait, les graphistes partager le plus possible le lien vers leur visuel pour qu'il soit noté. Donc ça fait venir des gens sur le site. Le fait qu'il y ait une note en fait sur le t-shirt de notre côté, en fait, nous indiquait en fait la façon dont la viabilité que ça allait avoir de la vente. En plus, c'était des séries limitées de 500 pièces, donc qui étaient quasiment jamais réimprimées. Enfin, il y a peut-être eu une fois ou deux, mais globalement, c'était 500 pièces et c'est terminé. Et en gros, il y a certaines séries, quand elles dépassaient une certaine note, on savait en fait qu'on les mettait même pas sur les étagères, parce qu'en fait, elles partaient en fait dans la journée ou sur 2 jours. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il y avait tellement d'attentes. Enfin, tous ceux qui avaient voté, en fait, tous ceux qui avaient mis une note, on va dire, au-dessus de X, enfin au-dessus de
Ah, ils allaient acheter, ouais. Ils étaient déjà clients, donc ils attendaient. C'est quasiment de la précommande. Enfin, c'est hyper intéressant. Ouais. J'ai même pas réalisé jusqu'à ce point-là, quoi. Non, et puis en plus, comme à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, en fait les gens venaient discuter en fait sous les visuels ou sous il y avait un blog en fait, donc on discutait en fait sous les articles du blog ou et c'était en fait c'était vraiment une communauté, quoi. En fait, d'ailleurs c'était une communauté à tel point qu'on se retrouvait en fait, on a fait deux ou trois événements où on se retrouvait en vrai dans des bars, on venait à Paris en fait et puis on retrouvait les graphistes, les clients, etc. Donc c'était vraiment drôle. Génial. Ah, mais c'est intéressant parce que comme tu dis, il n'y avait pas encore les moyens d'acquisition qui actuellement, je veux dire, aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait des pubs sur Facebook, sur machin quand ils démarrent leur activité. À l'époque, déjà, c'était pas possible. Mais je pense qu'en plus, ça reste quand même un super moyen, quoi, d'engager les gens pour des bonnes raisons. Enfin, tu vois, en fait, c'est un peu le Graal. Enfin, c'est ce qu'à l'époque, on a commencé à appeler le Web 2.0, quoi. Qui après, c'est devenu le truc, genre, dit, bon, bah, ok, si j'arrive à amorcer cette communauté, il va y avoir un phénomène d'entraînement, un cercle vertueux, quoi, où plus t'as de gens, plus t'en as des nouveaux, etc. Sauf qu'en fait, enfin, à l'époque, en fait, il y avait en proportion assez peu de projets, si tu veux. Donc, ce qui a tué un peu ce modèle, en fait, c'est que les gens, en fait, se sont éparpillés. Enfin, il y a autant de gens, mais en fait, ils se sont éparpillés, en fait, sur plein de plateformes, sur plein de projets, et du coup, si tu veux, c'est bien plus difficile, en fait, maintenant de se faire entendre qu'à l'époque. À l'époque, si tu veux, pour peu que ton projet soit sympa, déjà, t'avais de la presse, en fait, et puis, de la presse web, hein, mais t'avais, donc les gens parlaient de toi, et puis en plus, il y avait pas tellement d'endroits où aller, en fait, voilà. Donc, si tu veux, ça concentrait, en fait, l'audience, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, pareil pour les graphistes. Si aujourd'hui il y a plein d'endroits, comme tu disais, tu parlais de Dribble, Behance, etc. Ils vont tendance à être un peu partout, mais ils vont pas investir la même énergie à, faire connaître leur truc, quoi. Donc du coup après, donc toi t'as revendu ça et puis t'as entamé après un autre projet, quelques années plus tard. Archiduchesse. Ouais, Archiduchesse, en fait. Donc, en gros, en fait, Archiduchesse, parce qu'en fait, je l'ai, tout est lié, en fait. C'est marrant parce qu'en fait, mais bon, je pense que c'est comme ça, mais pour tout le monde, mais le fabricant d'Archiduchesse, en fait, c'était un client de La Fraise. Et juste avant que je vende, je crois, il m'avait en fait envoyé un mail. Je le connaissais pas. Hein, il m'avait envoyé un mail en me disant, voilà, je suis fabricant de chaussettes. Mon grand-père a monté cette usine, machin. Et est-ce que tu penserais que est-ce que tu penses pas que ce serait marrant, en fait, de faire des chaussettes liées, en coordonnées avec les t-shirts? Alors à l'époque, je lui ai dit, bah non, moi ça me plaît pas trop, ça fait un peu carterie, quoi. Mais on avait en fait gardé contact. Il était sympa, si tu veux. Donc et puis entre-temps, juste après, je vends à Spreadshirt et je pars en fait de France. En fait, je suis parti en Guadeloupe pendant 1 an et quelques, histoire de profiter un peu, quoi. Mais en fait, bon, c'était pas non plus une super idée, mais bon. Et puis là-bas, en fait, on se demande avec ma femme, ce que je pourrais faire en fait, comme nouveau projet. Donc, et puis je repense à ce fabricant. Donc, on commence à faire des brainstorming pour savoir si, déjà, on regarde en détail, savoir si le marché, comment est le marché, s'il y a des marques, des machins en ligne, etc. Et puis on trouve que c'est un peu tristouille ce qu'il y a, en fait, que l'offre est un peu tristouille. Donc déjà on se dit bon, bah potentiellement il y a peut-être un truc à faire. Et puis après on était rentré en France et là on a fait une sorte de gros apéro, en fait, avec ma femme, mon beau-frère, etc. Et puis on a cherché des noms. Et donc tout en les cherchant, on regardait si c'était pris, pas pris, etc. Et on est tombé, c'est ma femme qui l'a trouvé, mais on est tombé sur archiduchesse.fr, qui était, c'était le .fr ou le .com, un des deux, je sais plus, qui était libre, donc je l'ai déposé. Et puis et l'autre, en fait, le pendant, le .fr ou le .com, je sais plus, était à une boîte, mais qui avait, ils avaient rien mis. On faisait rien. Voilà. Donc du coup, je leur ai racheté. Et donc, comme on avait le nom et potentiellement, en fait, une place à prendre, du coup, on a réfléchi à un concept, et puis on s'est dit, bah moi, les chaussettes, toute l'offre, en fait, c'est plutôt du noir, du gris, du marron, et moi, je mets des baskets toute la semaine. Donc, c'est pas très beau avec les baskets. Surtout que les baskets, elles sont, parfois, il y a des couleurs dessus, quoi. Et je me suis dit, bah, ce qui serait marrant de faire, c'est une offre de couleurs, en fait,
induplicable en retail. C'est-à-dire que si tu as 50 couleurs en fait de chaussettes, tu les auras jamais au supermarché, puisqu'en fait ils ont pas assez de place, puis ça va. Enfin, pour le peu de vente du jaune, enfin ils vont préférer mettre que du noir et du bleu marine, quoi. Ouais, c'est intéressant cet angle d'utiliser le levier, on va dire, du web, le fait que t'as pas de présentoir, enfin le côté physique, pour le concurrencer, enfin je sais pas, pour avoir un argument. Tu peux en fait, c'est ça en fait, tu peux faire des offres en fait qui sont infaisables en retail. Mais il y a plein de sites qui sont sur ce modèle. Mais voilà. Et puis du coup, on est allé voir, enfin je suis allé voir le fabricant à Limoges. Puis on a bien accroché en fait. Lui à l'époque. En fait, c'est son grand-père qui a monté cette usine dans les années 30, je crois. Et son père l'avait reprise. Sauf que son père, au moment, en fait, vers la fin de sa carrière, en fait, c'était les années, peut-être pas la fin, mais c'était les années 80. Et c'est le moment où sont arrivées les grandes surfaces. Et les grandes surfaces, eux, les prix, en fait, de la fabrication française étaient trop élevés pour eux, donc ils voulaient moins cher. Donc son père a commencé, en fait, à délocaliser une partie de la production. Et quand moi je suis arrivé, lui, il était dans une usine vraiment à bout de souffle. Il restait plus que, je sais pas, 20 machines qui fonctionnaient. Et il se demandait en fait s'il allait pas fermer en fait la production française, quoi. Et de fil en aiguille, comme ça, c'est de fil en aiguille, en fait, il a accepté en fait de produire 50 couleurs, ce qui était en fait techniquement en fait un peu chiant pour lui, parce qu'en fait il fallait en fait démonter les bobines, etc., machin. Mais il a pris le risque en fait pour voir ce que ça donnait. Puis comme il était client de la fraise, en fait, il savait que j'allais pas faire un truc tout pourri. Et du coup, on a lancé le site avec les 50 couleurs, et c'est pareil, le site, commercialement, ça a été rentable dès le premier mois. Et puis après, on a fait grossir en fait le nombre de références, et voilà. Et puis comme les chaussettes, c'est un produit récurrent généralement les gens en achètent une fois par an, quoi. Mais les clients qu'on gagnait, ils recevaient les chaussettes qui étaient en dessous du prix du marché pour de la fabrication française. Ils voyaient que c'était qualitatif, qu'elles étaient, qu'elles tenaient bien sur la durée, etc. Ils en recommandaient. Et puis quand quelqu'un leur demandait en fait, ils en parlaient autour d'eux. En fait, on avait des commandes de famille, de gens de la famille, etc. Et donc ça a fait grossir. Après, c'était pas non plus le chiffre était pas non plus faramineux, parce que la troisième année, on faisait 600 000 euros. Donc c'est pas non plus, si tu veux, c'est pas le slip français, quoi, mais en tout cas, c'était viable, quoi. Moi, ce que je me souviens, assez bien, comme je disais, mon meilleur ami est designer, et donc je passais beaucoup de temps dans leur agence, et donc, Archiduchesse, c'était vraiment pour eux un exemple en termes de communication et de community management, quoi. Il y avait chose de toujours très sympa. Enfin, je trouve qu'il y avait un petit peu ce côté aussi communauté, c'est-à-dire t'avais l'impression t'achetais pas non plus juste les chaussettes pour les couleurs, c'était aussi la marque et le fait de participer à ça. Et nous, c'est vrai qu'on regardait beaucoup ça comme exemple. Là, pour le coup, il y avait déjà les réseaux sociaux. Si je me souviens bien, il y avait déjà une page Facebook, etc. Tu vois, et la manière dont vous animiez ça était hyper cool. En fait, c'était en 2009, c'était la première année, donc du coup, il y avait déjà Facebook. Et en fait, ça a toujours été, je le faisais déjà en fait sur la fraise, c'est-à-dire qu'en fait le blog en fait racontait l'histoire de la boîte, si tu veux. Mais en fait, c'était l'histoire de la boîte. C'était plus en fait les conneries qu'on faisait, parce qu'on était trois en fait. Il y avait mon beauf et un de mes potes. Et donc c'était plus les conneries qu'on faisait, ou c'était des trucs un peu anecdotiques. Plus tous les mois en fait je mettais le chiffre d'affaires, et donc j'ai continué à le faire en fait sur le nombre de ventes, etc. Et donc les gens voyaient le truc grossir, et j'ai continué à le faire sur Archiduchesse. Et c'est marrant parce qu'en fait je suis tombé, j'ai rien inventé, mais je suis tombé en fait l'autre jour sur un site, je me rappelle plus, c'est un site américain. C'est une communauté de mecs qui montent des Indie hackers. C'est des indie hackers, et ils sont regroupés, et ils mettent tous leurs chiffres, toutes leurs données, je trouve que c'est un biais vachement intéressant pour, que les chiffres soient bons ou mauvais, en fait, c'est intéressant pour le client, je trouve. Il y a un côté, même si les chiffres sont démentiels,
sont énormes. Je trouve que que ça a un attrait en fait de voir ça, quoi. Ah, c'est la transparence, quoi. Mais effectivement, sur Indie Hacker, donc il y a une communauté de gens, souvent solo, qui font des projets, ils partagent tous les milestones, donc les jalons, en fait. Oui, j'ai dépassé 1000 euros de revenus annuels, etc. Ouais, mensuel, puis annuel, enfin, et il y a, en fait, il y a même un peu dérivé de ça, mais c'est lié. On a un mouvement qui s'appelle Open Startup, il me semble, où en fait tu peux rajouter une page sur ton site. C'est Open Startup que j'ai vu. Oui, d'accord, ils mettent carrément en fait c'est un tableau de bord en fait. Ouais, c'est ça qui est partagé, qui est transparent, et c'est vrai que c'est génial, quoi. Enfin, nous, on pense à faire ça aussi pour Contournement, par exemple, mais c'est vrai que c'est surtout pour des un peu start-up et tout. Enfin, je pense que c'est rassurant pour les clients, ça motive aussi soi-même, ça permet de s'exposer, quoi, de se dire, ok, bon, maintenant que les chiffres sont publics, il faut que je me bouge un peu aussi. Enfin, il y a plein de bonnes raisons de le faire, mais ouais, non, d'accord. Ça, par contre, je me souvenais pas que vous faisiez ça déjà. Effectivement. Et puis je pense que ça apporte du trafic en fait, parce que les gens sont friands en fait de ça, quoi. Et même s'ils arrivent sur la page juste pour voir les chiffres, ça n'empêche pas qu'ils sont sur ton service ou ta boutique, et du coup ils sont potentiellement clients, quoi. Ils seraient pas venus sinon, quoi. Ouais, non, c'est clair. Je pense que ça a encore un autre intérêt aussi pour toutes les startups, les logiciels en SaaS, c'est-à-dire qu'ils sont en ligne, parce que ça peut être aussi rassurant, quoi. C'est-à-dire sur la qualité d'un service, sur savoir le nombre de clients, parce que c'est vrai que des fois t'arrives. Enfin, après, justement, on va arriver sur les outils no-code, mais tu vois, il y a des outils no-code maintenant qui sortent tous les jours, et tu te dis, bon, ok, est-ce que si je commence à investir un peu dessus, à l'utiliser, est-ce que demain il va pas mettre la clé sous la porte, quoi. Donc, d'avoir un peu de chiffres, un peu de data, ça permet aussi d'alimenter cette réflexion, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Est-ce que tu veux parler peut-être un petit peu justement de la dernière expérience? Si. Bon, en fait, de Superbécane, tu veux dire? Ouais, bah en fait, donc après avoir vendu en fait Archiduchesse, je suis parti, enfin bon, pas immédiatement, mais je suis parti à m'installer à Noirmoutier, c'est une île en Vendée. Et puis donc à chaque fois, si tu veux, je fais une sorte de break, mais parce que, enfin voilà, ça se passe comme ça. Et là-bas, j'ai fait construire une maison, enfin une petite maison, et puis j'ai voulu louer une boutique en fait pour faire mon bureau qui était sur le port en fait. Et la vieille dame en fait qui habitait juste à côté de la boutique qui elle appartenait en fait a pas voulu me la louer. Et par contre elle voulait me la vendre. Et donc ça a mis 2-3 mois, ou je sais pas combien de temps, mais j'ai fini par racheter en fait les murs. Et une fois que j'ai eu ces murs là, j'ai mis mon bureau dedans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire en fait là-bas, quoi. Et en fait là-bas, c'est une île où c'est comme l'île de Ré, ou c'est comme toutes les îles. Les gens se déplacent en vélo majoritairement, donc si tu veux, j'en voyais passer en fait toute la journée en fait devant ma vitrine. J'étais assis à mon bureau, et je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dedans, donc j'ai cherché, voilà, puis j'ai monté ce truc. Non, mais si tu veux, c'était plus en fait il y avait un petit côté opportuniste en fait, parce qu'en fait je fais pas spécialement de vélo, si tu veux, je suis pas un fan de ça. Et puis c'est plus aussi parce qu'il fallait que je fasse un truc. Et puis donc j'ai créé cette boutique physique. J'ai créé le site, la boutique physique à Noirmoutier, qui était très sympa, hein, mais après en fait le commerce retail, franchement je le conseille à personne, quoi. C'est une punition, hein. Il faut être là-bas. Non, mais c'est vrai, il faut être sur place tout le temps. Les clients sont pas tous super sympas, si tu veux, c'est pas. Et puis tu vends. Enfin, si tu veux, après avoir tenu des e-commerce qui marchaient quand même pas trop mal, là tu te dis putain, je me fais chier pour pas grand-chose, quoi. Et puis je suis reparti. Enfin, de Noirmoutier, en fait, je voulais repartir à Lyon, parce que en fait mes filles et ma femme en fait étaient restées ici. Et je voulais revenir à Lyon, et puis un ami d'enfance en fait qui venait d'être licencié en fait m'a dit, bah si tu veux, on fait l'essai à Lyon, parce qu'en fait il y a le marché est plus grand, parce qu'en fait elle est à Noirmoutier, si tu veux, tu vendais que en saison, quoi. C'était juin, juillet, août, septembre, quoi. Et il me disait, bah le marché serait quand même plus consistant ici, donc viens, on cherche une boutique ici et puis on met le truc. Donc on a fait l'essai. Et ça n'a pas été bien plus concluant, si tu veux, c'était la même punition. Enfin, il fallait y être tous les jours, et pour pas non plus. Ça a jamais réellement décollé, si tu veux. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah t'entête pas, vas-y, ferme le truc et puis passer à autre chose, parce que c'est. Et voilà. Mais c'est marrant ce que tu disais sur le commerce retail physique, quoi, par rapport au e-commerce. Je trouve que tu vois, c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que voir les gens quand t'as des bons clients, ça fait plaisir. Ouais, tout à fait. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand
quand les gens sont un peu chiants, qui sont pas contents, qui veulent négocier, toutes ces choses-là. Le côté e-commerce, il te protège un peu de ça. Enfin bon, tu reçois des emails pénibles, etc. Mais je sais pas, il y a une distance. Déjà, la personne n'est pas en face de toi littéralement. Tu réponds aux mails quand tu veux. Alors bon, tu dois, quand t'as du e-commerce, t'as aussi certaines contraintes, hein. Tu vois, ça s'arrête pas le week-end, ni rien, mais je trouve que c'est un bon point. En fait, si tu veux, en fait, le truc, c'est que quand tu fais du commerce retail, en fait, tu peux traiter un client par un client. C'est-à-dire que, alors qu'en e-commerce, il peut y en avoir 1000 dans ta boutique. C'est peu importe, quoi. C'est pas. Et puis après, bon, après, il faut avoir la fibre. Alors, moi, je suis pas un mauvais commerçant, si tu veux, mais ça me passionne pas non plus, si tu veux. C'est pas. Ouais, puis sur les 1000, la proportion de gens un peu chiants en e-commerce, je pense c'est moindre parce que il y a la distance. En fait, il y a les gens, j'étais vendeur à la Fnac par exemple, bah, quand les gens ils sont en face de toi, il y a des gens, malheureusement, ils ont du temps, quoi, juste, donc ils vont te tenir la jambe. Et en ligne, t'as moins ça, tu vois. Alors nous, on a un chat, par exemple, sur le site, il y a des gens qui nous posent un peu des questions toute la journée. Mais je sais pas, c'est moins pire que si j'avais la personne en face de moi, tu vois, en fait, vraiment qui voulait plus partir. Un truc tout con, c'est que par exemple, en fait, tu réponds pas à une question en ligne. Enfin, tu peux ne pas répondre à une question si tu veux. Exactement. Si elle te paraît pas appropriée ou si voilà, enfin, ou si tu sens que t'as pas besoin de répondre, tu réponds pas. Et alors qu'en vrai, tu vois, c'est assez risqué, si tu veux, de regarder la personne et de tourner les talons. C'est clair. Et avant qu'on parle de nos codes, il y a un autre truc que je remarque qui est intéressant. J'ai l'impression que quand t'as fait justement, t'as lancé des entreprises. En fait, plusieurs fois, j'ai l'impression, mais alors, je sais pas, hein, peut-être c'est une analyse que t'as acheté, on va dire des assets, ou je sais pas comment, enfin, tu vois, un nom de domaine ou une boutique avant même vraiment d'avoir l'idée, quoi. Ouais, je sais pas, en fait, mais ça, en fait, je le garde même maintenant, mais je suis pas certain que ça soit une très très bonne idée désormais, si tu veux. Enfin, effectivement, si tu veux, à chaque fois, en fait, je réfléchis au concept, je trouve le nom. Enfin, les deux fois précédentes, c'est ça, en fait. Je réfléchis au concept, je trouve le nom. Notamment pour Archiduchesse, ça s'est vraiment passé comme ça, et puis même pour plein de petits projets que je fais à côté, etc. C'est ça en fait. Mais je pense je pense que ça c'est pas une bonne méthodologie parce qu'en fait tu t'éparpilles en fait. J'ai je sais pas combien de noms de domaine en fait que j'achète. Si tu veux, dès que je trouve un début d'idée, je me dis tiens, je vais chercher voir ce qu'il y a et je tombe sur un bon nom ou un nom. Et hop, je rachète. Et si tu veux, et j'en ai certains, si tu veux, qui m'empoisonnent un peu la vie. Par exemple, j'ai 14juillet.fr.com, enfin 14 en chiffres, 14 en lettres. J'ai les 4. Et si tu veux, je l'ai acheté il y a, je les ai achetés il y a, je sais pas, peut-être 8 ans, quoi. Et si tu veux, en me disant, je vais en faire, non, peut-être pas 8 ans. Non, un peu moins 5 ans. Et en me disant, je vais en faire un truc en lien avec la production française, avec les fabricants français, etc. Mais j'ai jamais, il y a eu plusieurs versions dans ma tête, plusieurs machins, mais j'ai jamais réussi à trouver un concept autour de ce truc. Et pourtant, si tu veux, comme le nom me paraît très bon, je me focalise en fait dessus. Et donc c'est pas forcément un truc très très intéressant. Il vaut mieux en fait, avoir un bon concept bien développé, quitte à avoir un nom en fait moyen en fait parce qu'il y a plus grand chose de dispo, etc. Je pense que c'est mieux en fait comme parce que c'est un bon nom mais que tu peux rien en faire. Ouais, ça t'oriente aussi déjà beaucoup vers certaines choses, quoi. Ça t'oblige en fait. Mais c'est marrant parce que sur Twitter tu parlais de ce 14 juillet, là j'ai vu au détour d'un tweet, tu t'en parlais comme projet maudit. C'est ça, c'est vraiment maudit. C'est passé par. Puis j'y arrive pas si tu veux en fait. Enfin, je voulais pas passer un temps, je voulais faire une sorte de dropshipping en fait, faire envoyer les produits depuis chez les fabricants par les fabricants. Mais bon, à part le fabricant de chaussettes, il y a Brousseau en fait qui est historiquement celui de l'Archiduchesse, tu vois, qui était à fond. Les autres, quand ils commençaient à en parler, ils étaient pas, ça les a pas emballés, si tu veux. Donc j'arrive pas, si tu veux, j'arrive pas à trouver un truc sympa à faire avec ça. Mais ceci dit, si tu veux, maintenant je l'ai mis de côté, hein, si tu veux. Ouais, il faut savoir lâcher aussi, et puis peut-être ça reviendra plus tard, peut-être que l'illumination viendra plus tard. Et alors justement, parlons un peu maintenant des outils, parce que ça peut être aussi quelque chose qui drive des projets, quoi, qui permet de créer des projets, tu vois, de voir les possibilités des outils. Ça peut des fois se dire ah ouais, tiens, maintenant je peux faire ça techniquement, peut-être que je pourrais l'appliquer à telle idée ou telle idée. Alors qu'est-ce qui t'a amené toi du coup un peu sur les outils no code? Alors comme on a dit, en fait
t'as utilisé le no-code. C'est vrai que c'est un mot, hein, c'est un truc un peu récent en fait. Donc il y a plein de choses qui existent depuis des années, mais un petit peu bon ce mouvement. Ouais, parce qu'en fait, moi je suis pas du tout développeur à la base. C'est-à-dire que, je suis un peu designer, c'est-à-dire que j'ai fait à peu près toutes les chartes des sites que j'ai eu, mais la partie graphique, si tu veux. Et après, je connais le HTML, je connais bien le CSS. Je peux bidouiller du PHP, etc. Mais vraiment en bidouillant, je peux pas le créer, si tu veux. Il faut qu'il soit déjà créé pour que je puisse. Voilà. Et puis en fait, je suis venu au no-code grâce à Animal Crossing pendant le confinement, parce qu'en fait, ma fille avait acheté Animal Crossing et je jouais presque plus qu'elle en fait au truc parce que je me faisais clairement chier. Et puis donc au bout de je sais plus combien de semaines, mais à jouer à ce truc, j'en ai eu marre en fait un jour. Puis j'ai posé la console et je me suis dit bon, enfin je surfais en fait sur internet, je sais pas ce que je cherchais réellement et je suis tombé sur le site d'auto en fait, des formations. Ouais. Et puis j'ai commencé à regarder et puis parce que les vidéos en fait, il me semble qu'il y avait plus de vidéos en fait gratuites à l'époque, mais bon je sais pas, peut-être pas. Et puis je suis tombé sur une première vidéo, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était Adalo. Et donc je suis allé sur Adalo, je me suis inscrit et là je me suis dit bon. Là, franchement, c'est mieux que Animal Crossing, ça va m'occuper pendant le reste du confinement. Et donc, j'ai commencé, en fait, à bidouiller sur Adalo. Et puis après, je me suis intéressé, après, j'ai voulu voir ce qu'il y avait d'autre comme outil, parce que je me suis dit, bah, c'est un peu con, en fait, celui-là est vraiment bien, mais peut-être qu'il y en a d'autres, en fait, qui sont aussi bien. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et puis, donc, depuis 6 mois, là, je fais tous les matins, je fais de la veille, je regarde, en fait, ce que je trouve de nouveau, et en même temps, je passe en fait des semaines complètes à m'intéresser à fond à un truc, à un outil, que ce soit Dalo, Integromat. Integromat c'est plus qu'une semaine, mais à chaque fois que j'en trouve un vraiment sympa, si tu veux, j'approfondis le truc pour voir ce que ça peut faire, etc. Histoire que ça m'ouvre en fait des perspectives et que je me dise bah tiens, là j'ai une petite brique à gauche avec ça, et là j'ai une autre petite brique à droite, si jamais je les mets ensemble ça peut faire ça. Et si tu veux, je suis dans ce processus-là en fait. Je regarde ce qui est possible et puis si jamais je trouve une idée, je me rappellerai si tu veux que je peux le faire avec ci, avec ça. D'ailleurs, j'invite vraiment les gens à suivre ton compte Twitter parce que du coup, tu partages toute cette veille, toute cette recherche. Enfin, tu mets plein de liens, tu commentes aussi un petit peu tes expérimentations et c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai que ça bouge énormément. C'est ça qui est fou, des outils, des choses qui sortent tous les jours. Quoi. Alors, peut-être que ça a bougé, ça bouge depuis très longtemps, hein, je pense, mais j'ai l'impression que là, ça prend parce que je pense que c'est à cause du confinement, les gens sont un peu emmerdés, donc ils sont inscrits, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte que c'est vraiment parti, quoi, que les gens ont pris conscience qu'ils pouvaient faire des choses en fait eux-mêmes. C'est pas récent, mais clairement. Hein. Moi, je pense que le confinement, il y a plein de gens qui se sont mis à la cuisine, qui se sont mis à la couture, qui se sont mis à plein de trucs comme ça, très do it yourself. Et aussi, à mon avis, nous, on a vu un pic d'inscription sur le Slack. Alors, ça a coïncidé aussi avec tous ces webinars qu'on a fait. Ouais, puis c'est en train de se structurer, en fait. Et en fait, si tu veux, je me suis fait une réflexion l'autre jour. En fait, si tu veux, les outils no-code ont toujours existé, c'est-à-dire que ça soit, WordPress, peut-être pas toujours, mais voilà. Sauf que c'est la première fois en fait dans l'histoire du web où ces outils en fait s'interconnectent. C'est-à-dire que en gros, avant tu avais WordPress, c'était compliqué si tu veux de l'associer, sans code, c'était compliqué de l'associer à un autre outil si tu veux. Là maintenant avec Integromat, Zapier, etc. Ou peut-être même parfois, certains sont eux-mêmes en fait style Airtable, ils automatisent eux-mêmes le truc. Mais en gros maintenant ils s'interconnectent et chaque que ça soit Airtable pour les bases de données ou je sais pas, Webflow pour le côté front, etc. Si tu veux, tout ça s'interconnecte et ça te donne des outils ultra puissants en fait au final. Et c'était pas le cas avant. Ouais, non mais c'est vrai. En fait, je m'étais jamais vraiment formulé comme ça, mais en fait, on est passé, et c'est vrai aussi dans la tech plus dure des développeurs, etc. Mais de l'âge vraiment des solutions monolithiques. WordPress, c'est vraiment, si t'arrives pas à tout faire dans WordPress, si t'arrivais pas, en tout cas à l'époque, si t'arrivais pas à faire et ton e-commerce et ta logistique et tes machins, t'étais foutu, quoi, parce que fallait que si t'arrivais pas à tout faire toi-même avec les plugins et machins qui existaient dans WordPress, ta seule autre solution, c'était les développeurs, quoi. Maintenant, et nous, on est des fans aussi de cette approche, c'est un outil fait bien quelque chose, il y a des grandes chances, de toute façon, qu'il fera pas tout ce dont t'as besoin, et t'y adjoins un autre outil,
au moyen souvent effectivement d'outils comme Integromat ou Zapier, ou des fois d'intégration directe. Hein. Tu vois, si je reprends l'exemple de Typeform, là, qui est un des sujets du podcast récent, déjà dans Typeform, alors t'as Zapier, donc t'as tout ce qui peut s'intégrer à Zapier, mais aussi directement, par exemple, tu peux déverser dans Airtable ou dans plein de choses, quoi. Non, mais c'est ça qui est, enfin, c'est ça qui est, à mon sens, c'est ça qui est nouveau. Mais et c'est ça qui va en fait offrir des possibilités qui étaient, c'est ça qui offre des possibilités presque infinies, et puis surtout qui va en fait permettre aux gens en fait de créer des projets. En fait, à mon avis, il y a une typologie de personnes en fait qui a pas été adressée encore dans la création de services ou de boîtes, etc. C'est les gens qui sont créatifs, mais qui n'ont pas les capacités techniques. Et ces gens-là, en fait, il y en a beaucoup. Désormais, tout seul, pour l'instant, c'est pas encore ultra bien. Enfin, tout est pas stabilisé, c'est-à-dire que c'est pas. Mais c'est en mouvement. Mais ces gens-là, en fait, ils vont pouvoir créer des choses, alors qu'avant, ça leur paraissait impossible, et ça l'était presque, en fait. Donc. Ouais, non, c'est clair, et c'est carrément une des raisons d'existence de ce podcast aussi, c'est justement démystifier ces choses-là, donner les partages d'expérience, tu vois, un petit peu comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, mais voilà, tout ce que tu dis là, j'espère que ça inspirera des gens aussi qui se disaient avant, ah ouais, non, mais moi, j'ai pas les compétences techniques, ou je connais pas de développeur, je peux pas lancer mon projet, quoi. Après, en fait, ça dépend des outils, hein. Il y a des outils, si tu veux, j'ai commencé par Adalo, puis après j'ai fait Glide. Donc Glide, c'est ultra simple. Airtable, c'est pas très compliqué, à comprendre. Integromat, c'est déjà un peu plus technique, et si tu veux faire des trucs un peu avancés, il faut quand même y passer du temps. Et là, je me suis j'ai pris une formation en fait pour Bubble, parce qu'en fait j'étais passé complètement à côté de l'interface m'avait un peu dégoûté pas dégoûté, mais ça m'avait un peu non, mais en fait, si tu veux, on a le droit de le dire. Dans Bubble, en fait, ce que je comprends pas, apparemment ils sont en train de le rectifier, mais ils vont sortir une nouvelle version, mais c'est la partie CSS, elle est complètement morcelée, il y en a à droite, à gauche, tu sais pas, et puis ça, les comportements donc pour le responsive, etc., c'est un peu chelou, quoi. Ouais, le responsive, c'est vraiment le gros point faible de Bubble, à mon sens. C'est incompréhensible, leur truc. Et par contre, donc ça m'avait dégoûté. Ça m'avait en fait freiné, si tu veux, dans la volonté d'apprendre Bubble. Et par contre, quand tu plonges un peu dans le truc, tu te rends compte que tu peux faire des trucs monstrueux avec Bubble. Et du coup, si tu veux, je me suis dit bon, tout seul, je vais pas y arriver. Je suis pas développeur. Enfin, à la base, si tu veux, je connais quand même les principes, mais il me faut une formation. Donc là, j'ai pris une formation je crois qu'il y a 15 ou 16 heures, je crois. T'as appris où, du coup? Chez Auto? Non, c'est trop cher chez Auto, c'est 139 € par mois. J'ai pris, c'est un anglais qui s'appelle, attends, comment il s'appelle? Merde, j'ai plus le nom. Ah, le nom de son site, c'est buildcamp.io, et le mec, c'est Gregory John, et il est ultra didactique. Si tu veux, j'ai regardé plusieurs vidéos, en fait, gratuites qu'il avait faites. Et j'ai accroché avec sa façon, en fait, il est un peu lent, etc., mais ça permet en fait d'assimiler le truc, en fait. Mais et puis en plus, il fait des trucs, il s'attache à faire des trucs ultra propres à chaque fois, ce qui est quand même pas, ce qui est pas évident avec Bubble, parce que c'est pas Webflow, quoi. Ok, non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que nous en général on part pas beaucoup de ce qui est en anglais, mais c'est bien aussi de le partager, hein, parce que pour les gens qui ont accès, c'est vrai que en anglais il y a beaucoup plus de choix, et il y a des choses super. Hein, et puis en fait, si tu veux, je parle assez mal anglais, je le comprends bien, mais lui il parle, il a une bonne diction, si tu comprends tout ce qu'il dit. Et puis ce qui m'a fait prendre le truc, c'est que c'était pas très très cher, je paye $29, je crois, par mois, donc c'est un abonnement mensuel. T'arrêtes quand tu veux, et pour l'instant il y a deux formations, une débutant, deux énormes exercices. En fait, le premier fait 11 heures, je crois, c'est débutant, et après t'en as un peu plus avancé, et il en sort un troisième bientôt. Mais franchement, je conseille, parce que c'est pour $29, il y a de quoi comprendre, si tu veux, voilà. Après, c'est vrai que les prix, c'est vachement relatif aussi. Quand t'es en mode découverte, que t'as pas vraiment de projet, c'est sûr que t'as pas envie de trop investir, quoi. Tu vois, après, chez Auto, ils ont, un bootcamp qui est intéressant, mais qui, à mon avis, a du sens si t'as un projet, quoi. Tu vois, aussi, ou alors, peut-être si t'es dans une démarche vraiment de devenir freelance Bubble. Non, mais
C'est intéressant aussi de parler de ces choses-là. Hein, parce que justement, c'était une des questions en fait que j'avais dans ma liste. C'était un petit peu comment tu te formes justement à ces différents outils. À part Bubble, parce qu'en fait, Bubble, c'est quand même ardu. C'est-à-dire que, en n'étant pas développeur du tout, je pense que t'as quand même, il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu hard. Mais sinon, pour le reste, en fait, je regarde Integromat, par exemple, ils ont une doc interne qui est pas trop mal foutue, donc tu comprends en fait et puis après tu regardes en fait ce qu'on fait les autres, tu essaies de trouver des vidéos et puis en fait de façon empirique en fait je me forme vraiment en regardant. Ouais, non, mais je pense que c'est vraiment un peu la promesse de ces outils, hein, c'est que normalement on doit réussir à les prendre en main. Et puis il faut faire des choses, quoi. C'est déjà vrai pour le code, hein, mais le code, avant de commencer à pouvoir programmer, il faut quand même que tu apprennes, quoi. Là, on va dire qu'en cliquant un peu partout, déjà tu dois réussir. Si tu veux, en fait, mon objectif, en fait, pourquoi j'ai pris une formation pour Bubble, parce qu'en fait, à mon sens, c'est le seul outil, en fait, qui est capable de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que Webflow, en fait, tu peux faire du front, enfin, un très très chouette site, enfin, c'est ultra bien fait. J'adore l'outil. Par contre, même en version CMS, tu veux. Il y a pas de logique, y a rien. C'est juste, ça t'affiche juste des données, quoi. C'est pas. Et à mon avis, pas d'interaction. Donc Bubble, il est un peu tout seul dans son truc. Et à mon sens, en fait, je pense qu'en fait, ce qui est en train de faire Bubble, en fait, c'est de faire un pas vers Webflow. Et je pense que ce que va faire Webflow, c'est un pas vers Bubble, en gros. Enfin, je le sens comme ça. En gros, en fait, je pense que Webflow va devenir, va intégrer des trucs de développement. Et Bubble en fait va améliorer en fait son CSS, le responsive, etc. J'ai déjà vu passer un truc, c'est le mec qui me forme en fait qui a tweeté, qui sur Bubble notamment, où il disait en fait qu'il y avait une nouvelle version arrivée avec un Flex Engine en fait pour le responsive. Ah ouais. Ok. Et je sais plus quoi d'autre. Et une interface en fait revue. Bon, voilà. Effectivement, c'est vrai que ça pourrait les aider, mais c'est sûr qu'il y a une convergence. Par contre, c'est pas du tout la même approche. C'est-à-dire que Webflow, ils ont dit quand même à peu près officiellement là, au cours de l'année, tu vois, dans des podcasts et tout, qu'ils allaient effectivement ajouter module par module, en fait, comme ils ont fait, tu vois, le e-commerce. Là, bientôt, il y aura un système de membres. Comme ça, toutes les fonctionnalités qui, à la fin, vont te permettre de faire une plateforme, quoi. Tu vois, en gros, donc, un peu faire comme Bubble. Et puis, ils vont aussi... Après, ça, c'est un peu des rumeurs, c'est un peu bizarre, mais tu vois, il y a eu des screenshots qui sont passés aussi de vraiment des moteurs de workflow, des trucs comme ça dans Webflow. Donc, clairement, ils vont vers là. En fait, comme moi, j'ai envie de choisir un outil histoire de le connaître vraiment bien pour pouvoir faire un premier petit projet, puis un deuxième, etc. Je suis obligé d'en choisir un, si tu veux, et le seul, en fait, qui me paraît viable, c'est Bubble en fait, parce que sinon sur tous les autres tu t'es obligé, Webflow t'es obligé de prendre 14 plugins, un truc pour les membres, passer par membership ou je sais pas quoi qui coûte $30 et puis qui est pas Webflow quoi. Et à mon avis, à mon sens, pour l'instant, Bubble il est vraiment tout seul dans sa catégorie. Il y a quelques autres trucs, quelques autres sites, quelques autres services que j'attends. En fait, il y a genre Builder ou e-code, en fait, y-code, mais t'as l'impression, parfois, en suivant les trucs, t'as l'impression que des outils vont jamais sortir, donc il faut que tu m'arrêtes sur un outil à connaître. Ouais, et puis quand ils sortiront, ils seront pas, ils pourront pas tout faire non plus. Enfin, Bubble a énormément d'avance, tu vois, je veux dire, réalistement. Moi, effectivement, y-code, ou je sais pas comment on prononce, je l'attends pas mal, parce que j'aime bien MailerLite, et on avait rencontré le CEO à la NoCodeConf l'année dernière. Mais par contre, Builder, j'aime bien, tu vois. Bon, là, on est vraiment dans des trucs d'insider du no-code, mais Builder, pour moi, c'est l'impression, c'est un truc qui va jamais sortir. Tu sais, comme il y a des jeux vidéo comme ça, tu sais, qui sont mythiques, tu vois, pendant des années, puis en fait, ils sortent jamais. Dans ceux qui vont jamais sortir, j'ai l'impression, il y a aussi Play, en fait. Create with Places, ils font des applis mobiles, depuis le mobile. Alors, ils font des vidéos qui sont magnifiques, où tu vois les trucs défiler, les mecs créent en fait des blogs, des images, etc. C'est magnifique, mais ça fait en fait 6 mois que je suis le truc et pour l'instant il y a rien qui. Ouais, c'est un peu comme le Fire Festival. Ouais, quoi. C'est ça.
Mais bon, on verra. Non, mais tout ça est passionnant à observer. Hein. C'est vrai que moi, j'adore aussi, comme on dit, le no-code game, quoi. Ouais. Regarder tous ces outils qui vont, qui viennent, les rumeurs, tout ça, c'est passionnant. Et au-delà du côté amusant, à mon avis, ça présage quand même des choses hyper intéressantes. Et quoi. un autre avantage en fait de Bubble, mais bon, enfin Webflow est un peu, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais je me dis si jamais je fais un truc qui fonctionne pas trop mal, je sais que je vais pouvoir en fait faire grossir le serveur, etc. Enfin que ça c'est déjà prévu, si tu veux, c'était pas. Enfin, je dis pas forcément que ça va arriver, hein, que mon truc va cartonner, mais c'est bien d'avoir le choix. Ouais. Après, ça coûte cher sur Bubble, Ouais. mais bon. Comme ils disent, c'est un peu quand t'as des problèmes de riches, normalement, tu dois pouvoir payer. Quoi. Mais je trouve que parce que tu peux passer par d'autres plateformes qui sont plus petites, etc. Effectivement, tu sais pas qui est derrière, tu sais pas combien de temps ça va durer, et puis tu sais pas en fait si ça tient la charge, voilà. Donc Bien sûr, c'est un peu le problème avec Adalo actuellement. Ouais, c'est quoi. ça. C'est-à-dire que Adalo, moi honnêtement, je trouve qu'en termes d'ergonomie, c'est très au-dessus de Bubble. C'est pas du tout au même level de fonctionnalité évidemment, mais ça va venir. Hein. Déjà là, avec la marketplace qu'ils ont sorti, ça étend énormément les fonctionnalités, etc. Par contre, on n'est pas rassuré sur les performances, quoi. Je veux dire, tu sais pas si t'as un client qui fait une appli sur Bubble et puis, sur Adalo et puis qui commence à avoir justement ce succès. Ouais. Est-ce que ça va tenir? Tu le vois même en fait. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait quelques tests. En fait, tu vois quand les US se réveillent, t'as une baisse en fait de la fluidité. Ah ouais. C'est vrai. Mais ceci dit, Adalo, je crois que c'est une des grosses boîtes qui a pas encore levé en fait beaucoup. Je crois ouais, ils ont fait une levée, mais initiale, mais c'est du love money ou je sais pas quoi. Mais ils ont pas en fait. Mais ils sont pas très gros. Non, encore, ils sont pas très gros. Mais je pense que ils sont très jeunes. Mais je pense que le jour où, je pense que à mon avis ça va arriver, hein, parce que leur outil est tellement bien fait que. Bah moi c'est ce que je leur souhaite. Hein, c'est un peu le pari qu'on fait. C'est pour ça qu'on a une formation à Adalo et pas à Bubble par exemple. Je pense que ils se sont lancés bien après, mais donc ils profitent en fait de toutes les erreurs entre guillemets de Bubble pour capitaliser. Donc après, il faut voir est-ce qu'ils vont réussir à délivrer les fonctionnalités, la stabilité, etc. Après, c'est pas. Si tu veux, moi j'adore l'utiliser, mais effectivement, en fait, le rendu un peu, c'est lent. Puis tu peux pas faire non plus exactement ce que tu veux. Et notamment un truc qui m'hallucine, c'est qu'en fait, il y a même pas de version web. En fait, la version appli en fait qu'ils ont, c'est une version tablette, c'est-à-dire que c'est une web app. Ouais, c'est en gros la version de l'app centrée au milieu, à peu près avec des marges sur les côtés, mais en plein écran. Ouais, mais c'est bon. Et puis t'as pas non plus de CSS dans Adalo. Enfin, c'est non, ça c'est vrai. Mais ça c'est quelque chose aussi. Alors je comprends, toi, tu vois, tu peux avoir une frustration par rapport à ça, mais c'est vrai que nous on trouve que c'est bien aussi pour éviter que les gens se perdent. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on disait au tout début. Tu vois, se perdent dans la technique et oublient le projet, quoi. Tu vois, et nous on croise des gens, c'est vrai qui sont encore novices, tu vois, dans le lancement de projets numériques et qui vont passer des heures à choisir leur logo, les couleurs, les trucs, tu vois. Là, peut-être qu'ils devraient faire. Enfin, ouais, mais t'as raison. Hein, il devrait peut-être que les logiciels en fait, ou les sites devraient faire en fait une option où tu coches. T'as pas de CSS, tu fais tout en fait en glisser-déposer, etc. Et puis tu décoches et t'as toutes les options. Mais un mode expert, quoi. Parce que en fait, sur Bubble, c'est à se tirer les balles, hein, mais il manque même en fait des trucs. Par exemple, l'autre jour, j'ai mis c'était un drop-down en fait, un menu déroulant. Et ben, il y a du padding en fait sur absolument tout ce que tu veux, sur le texte, machin, mais pas sur le drop-down. Et on sait pas pourquoi. Ouais, non, je vois bien le problème. Mais bon, je pense que c'est pareil, c'est des choses qui vont améliorer. Mais c'est vrai que déjà le moteur de Bubble aujourd'hui quand même est très impressionnant, quoi. Donc je continue la formation encore 5 jours. Ouais. Et alors, juste comme ça, alors pour finir un petit peu sur ces outils, mais c'est quoi, toi, tu dirais un petit peu tes outils préférés? Enfin, t'en as évoqué plein, mais mes préférés, ouais, je sais pas, sans donner d'ordre, parce qu'en fait, il y a effectivement Adalo que j'adore, mais non, je l'adore, mais je sais pas trop ce que je pourrais en faire vraiment, si tu veux, pour l'instant. Je dis ça parce qu'en fait, je pense que l'appli que ça te génère, elle est effectivement trop lente. Et puis il y a quelques petites, il y a quelques fonctionnalités qui sont pas présentes, donc c'est compliqué d'en faire des trucs que tu peux réellement en fait soit vendre, soit
soit montré. Ouais. J'aime bien Glide aussi, mais c'est pareil. En fait, Glide, t'as l'impression. Enfin, si tu vois, en fait, là, je vais être un peu négatif, mais en fait, j'adore tous ces outils. Hein, mais Glide, en fait, si tu veux, le problème de Glide, c'est que ça, tu reconnais l'appli en fait à 10 mètres, quoi. C'est-à-dire que c'est les mêmes templates, et puis tu peux pas faire non plus exactement ce que tu veux. Par contre, c'est ultra rapide, ultra marrant à utiliser. J'adore Webflow, mais Webflow, tu peux pas faire. Donc Webflow vraiment pour faire un site statique ou un blog, quoi. Mais Webflow est génial, l'interface est géniale. J'adore Integromat parce qu'en fait, Integromat, en fait, ils ont à la fois la puissance en fait technique, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire des trucs incroyables, et en même temps une interface qui au départ te paraît un peu bizarre, mais qui est en fait ultra agréable à utiliser. C'est-à-dire que tu prends un vrai plaisir à appuyer sur le run pour voir en fait les trucs tourner, passer de l'un à l'autre, etc. C'est vrai qu'on n'a pas cette sensation avec Zapier. Mais par Zapier exemple. est bien plus vieux, je crois. Enfin, et ça se voit en fait. Donc j'aime moins Zapier, effectivement. Je m'en sers que quand ce que je veux est pas dispo sur Integromat. D'ailleurs, si je veux bien que t'as fait un truc hyper intéressant que t'avais filmé sur Loom. C'est une génération là de t-shirts. Je sais pas si tu veux, parce que je mettrai le lien après dans les notes, parce que j'avais trouvé ça assez chouette. Si tu veux raconter juste, parce que tout repose sur Integromat. Et alors il faudrait que je reprenne le truc, mais en gros, c'était pour générer en fait. Attends, je vais regarder si. Non, en gros, c'était pour générer en fait. Donc en gros, avec Integromat, je surveille un compte. En fait, ça part d'un tweet. Je surveille un compte Twitter, je récupère le contenu du compte Twitter et je l'envoie en fait dans une API qui s'appelle HTML CSS to Image, et qui est une API payante qui coûte $14, je crois. Mais et eux, ils te transforment. Enfin, le service est incroyable. Ils te transforment en fait du HTML avec du CSS en PNG. Et tu choisis la taille, tu peux faire un truc. Je crois que les images que je faisais, elles faisaient 4 ou 8000 pixels, je crois. Donc ça peut partir à l'impression. Et donc voilà. Et une fois que j'avais en fait cette image, l'idée, ça aurait été en fait de la poster sur un Shopify. Enfin, de créer un produit sur un Shopify avec un montage, etc. Et techniquement, je pense que c'est possible. Après, si tu veux, le concept m'a fait marrer une semaine, mais c'est pas. Enfin, je me vois pas faire ça, quoi. Mais par contre, effectivement, c'est là où tu vois que c'est ultra puissant, quoi. Enfin, ouais, non, mais c'est intéressant parce que tu vois, t'as poussé le truc jusqu'au bout, quoi. Tu vois, déjà, à titre éducatif, ça t'a permis de te former, je pense, enfin, de creuser encore plus Integromat, et puis quand même de prototyper un truc. Enfin, il y a des gens qui ont lancé des idées, enfin, des boîtes avec des idées moins poussées que ça, tu vois. Mais après, il faut que commercialement, je sente qu'il y a un potentiel, si tu veux, parce que Bien sûr. Mais là, si tu veux, effectivement, en fait, j'ai fait ça. En fait, c'est comme ça en fait que je fonctionne. Si tu veux, moi, il me faut un truc concret pour apprendre en fait quelque chose que je connais pas. Et en l'occurrence, là, c'était les API, intégrer une API en fait dans un scénario Integromat. Et du coup, voilà, l'idée en fait m'a motivé en fait à le faire et essayer de comprendre. Et puis voilà, j'ai fini par comprendre. Et il y a une autre API qui est géniale aussi qui s'appelle BrainFetch. Eux, en fait, par contre, c'est très cher. Enfin, t'as 100 appels gratuits, je crois, par mois. Et après, ça passe à 139 par mois. Et eux, en fait, leur truc, c'est ils récupèrent donc Brain comme marque, et en fait, ils récupèrent le logo, l'icône, le jeu de couleurs en fait d'un site, et l'ensemble en fait des comptes des réseaux sociaux. Donc en gros, tu peux faire un appel et tu récupères le logo, leur compte Twitter, leur compte Facebook. Enfin, c'est vachement bien fait. Et tu dois juste donner le nom pour récupérer ça. Tu donnes juste le nom de la marque. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux mettre une URL ou le nom de la marque. J'ai l'impression en fait que s'il l'a pas en fait déjà fait, il le fait en fait. Le script en fait part et il te récupère le truc. Enfin, si jamais il connaît pas la marque, s'il l'a pas déjà en fait dans sa base. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Eh ben écoute, on commence à arriver sur la fin. On a évoqué plein de choses, ça c'était hyper intéressant. Est-ce que il y a un outil qui te manque, que t'aimerais voir, que t'aimerais justement, t'as évoqué un peu ce que t'attends un peu, mais est-ce qu'il y a un truc, tu vois, même dans un autre contexte peut-être Ouais, enfin l'outil que j'attends, c'est le bébé de Webflow et de Bubble, quoi. En gros, c'est ça en fait. Enfin, si tu veux, qui
aussi puissant que Bubble techniquement. Donc, enfin, sans dire que je comprends même le quart de ce que Bubble est capable de faire, mais au moins me sentir, si tu veux, en fait, à l'abri techniquement, me dire voilà, si jamais tu creuses bien, tu vas pouvoir le faire avec cet outil, et en même temps que ça soit en fait que ça soit capable de faire des choses qui sont des sites qui sont chouettes, quoi. Ouais, visuellement, quoi. Sur le côté vraiment, pouvoir bien maîtriser le côté visuel. Donc voilà. Ok. Alors, bon, c'est une question un peu difficile. En plus, t'as partagé plein de choses déjà, mais est-ce que t'as quelques petits conseils peut-être que tu voudrais partager avec des no-codeurs qui veulent se lancer sur des projets, des choses comme ça? C'est des choses qui viennent. Je sais pas si c'est vraiment un conseil, parce qu'en fait, c'est une sorte, il faut avoir du temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça a bien marché pendant le confinement. C'est que malgré tout, même si c'est pas du no-code, en fait, ça prend quand même. Enfin, moi, ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai vraiment tout, mais même pour se pencher sur ne serait-ce que sur Integromat ou Bubble, il faut avoir quelques jours devant soi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, tu peux faire ça en fait une demi-heure par jour. Enfin, ça me paraît pas. Voilà, il faut juste être capable de se dégager un peu de temps pour si on veut vraiment en fait comprendre et c'est bien que tu dis ça parce que je pense que c'est un peu un écueil où tu vois les gens se disent ok, bon, ces outils, tu vois, c'est facile à prendre en main, machin, ça va vite, hop, tu sais, dès la première utilisation t'as un petit feeling, donc et tout de suite après tu te dis ok, je vais pouvoir lancer mon truc. Mais non, il faut d'abord se prendre en main l'outil. Déjà il faut décider quel est l'outil qu'on préfère, et pour ça déjà il faut tous les tester. C'est pour ça que j'aime bien ton approche, et le fait que tu la documentes tout le temps sur Twitter, c'est que tu testes un peu tout, tu fais beaucoup de veille pour après voir ce que tu as envie d'utiliser. Puis en fait, si tu veux, je vois aussi en fait là où s'arrêtent les outils, c'est-à-dire que je vois en fait ce que je pourrais pas faire avec, et si jamais je me dis bah ça c'est dommage parce que c'est même si j'en ai pas envie maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc, mais ne serait-ce que si tu veux pour Bubble, il faut du temps, parce qu'en fait j'ai fait peut-être 3 ou 4 fois, si tu veux, des essais d'appli en essayant de me concentrer un peu, et puis j'ai laissé tomber, et puis j'y suis revenu 2 semaines plus tard, et puis etc. Et puis si tu veux, là j'ai fini par rentrer dedans, mais ça prend vachement de temps en fait. Enfin, tu peux pas faire ça si tu veux le soir devant la télé, quoi. C'est impossible. Ouais, surtout pour Bubble. Ouais. Alors j'ai une dernière question qu'on pose à chaque épisode, du coup, qui est est-ce que tu as un side project que tu fais en no-code? Mais alors du coup, toi, c'est un peu différent, tu vois, parce que ce que j'ai envie de te demander, justement, un peu pour conclure, et tu l'avais évoqué tout au début, tu vois, c'est un peu, ok, maintenant, c'est quoi le futur, tu vois, pour toi? C'est quoi les side projects, les idées, les choses que tu aurais envie de faire? En fait, non, si tu vois, c'est ça, en fait. Enfin, là, en ce moment, c'est une des raisons qui me pousse à regarder tout ça en détail, c'est que pour l'instant, j'ai pas de side project, et pour l'instant, ce que j'ai envie, c'est de me former, en fait. Enfin, si tu veux, j'ai 49 ans, enfin, j'ai fait du web, etc. avant, mais si tu veux, ça va tellement vite que t'es dépassé. Et puis, si tu veux, j'ai l'impression, en fait, avec le no-code, que je reprends, en fait, tu veux, j'avais un peu pas laissé tomber, parce que je connais tous les outils de e-commerce, etc., mais que je reprends le train en marche, tu veux, et qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Et, si tu veux, et donc, du coup, je me suis laissé, après le confinement, je me suis dit, bah, pendant 1 an, tu fais que ça. Tu regardes, tu t'apprends, et voilà. Donc en gros, c'est ça. Pour l'instant, j'apprends. Et puis une fois que je saurai à peu près me servir bien d'un outil, à ce moment-là, en fait, je commencerai à réfléchir, peut-être même avant, hein, mais à ce moment-là, je commencerai en fait à mettre en place quelque chose. Mais pour l'instant, je me forme. Ah, c'est super d'avoir le temps et le luxe de pouvoir faire ça sans se mettre la pression. Mais à mon avis, c'est ça aussi qui peut permettre de faire éclore les meilleures idées, quoi. Et puis en fait, en parallèle du no-code, effectivement, ce que j'adore, c'est tout le mouvement en fait indie hacker, etc. Je trouve qu'il y a plein de, c'est vachement, c'est motivant. Et puis je trouve ça vachement sain. Si tu veux, les mecs veulent pas monter des startups à 3 milliards. En fait, ils veulent juste en fait, la plupart, ils veulent juste en fait avoir pour en vivre en fait, et que ça grossisse, etc. Et je trouve que c'est une super bonne approche en fait c'est une approche en tout cas qui me convient mieux que celle des mecs qui montent des startups parfois un peu avec des grosses levées de fonds et compagnie. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est marrant parce que les indie hackers, là-bas, c'est surtout des développeurs. Mais pour moi, il y a un lien très fort avec le no-code, parce que c'est la promesse justement d'étendre cette philosophie que tu viens de décrire aussi à des gens qui avant n'avaient pas accès à ça, parce que
parce que les outils ne permettaient pas de se lancer comme ça tout seul son projet. Et puis ce qui est marrant, parce qu'en fait, comme je fais de la veille, en fait, sur Twitter notamment, je fais de la veille avec le hashtag NoCode, donc je regarde absolument tout ce qui tombe. Et c'est marrant parce que tu peux identifier en fait des pays où c'est plus, où il y a plus de fans du no-code que d'autres. Ah ouais. Et alors par exemple, les Japonais ils sont ultra fans de Adalo, et t'as l'Inde, Inde, Pakistan, etc. Et parce que je pense qu'en fait ils sont, il y a beaucoup de développeurs en fait en Inde, et puis à mon avis, et donc c'est des pays en fait où ça prend mieux. Il y a des pays où ça prend mieux que d'autres en fait. Ouais, dans le Japon d'ailleurs, que j'aime beaucoup, j'aimerais bien prendre contact avec des gens là-bas. J'ai identifié les gens qui étaient derrière cette fameuse appli Adalo qui a été revendue, qui a fait un peu le buzz, et c'est dans ma liste, dans ma to-do de les contacter. Mais en fait, c'est juste que par les temps qui courent, comme je sais que de toute façon je pourrais pas y aller, je sais pas quoi leur dire et quoi faire avec eux à distance. Pas du tout. Donc c'est ça aussi qui met un petit frein. Bon, j'ai vu qu'ils parlaient anglais a priori, mais c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. On verra, ça c'est à suivre. Écoute, super, merci beaucoup. Du coup, à part sur Twitter, où évidemment je mettrai le lien, et vraiment j'invite les gens à te suivre pour savoir déjà ce que tu vas faire, tu vois. Après tout ça, on a impatient aussi de savoir ce que tu vas faire de tous ces outils. Non, je veux pas te mettre la pression. Non, mais déjà juste la phase d'apprentissage est hyper intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres endroits du coup? Non, en fait, principalement sur Twitter, en fait. Je regarde un peu LinkedIn de temps en temps, mais j'ai l'impression d'être devant une machine à café à la Cogip. Ça me passionne pas. Twitter. Ouais, non, je vois bien. Même si on essaye un petit peu de s'y mettre un petit peu plus, je vois bien le. Je regarde parce que visiblement, c'est en train de devenir en fait un canal vachement important, mais parfois c'est un peu. Après, je suis tout le monde, tu vois, donc forcément, c'est pas intéressant, quoi. Mais... je pense qu'on a tous un peu pourri nos LinkedIn pendant des années à accepter tout le monde sans discrimination, et puis du coup, là, maintenant qu'on essaye de s'en servir, c'est vrai que c'est un peu différent. En fait, et remettre au fur et à mesure, mais bon, je sais pas si c'est possible. Ouais, ou alors faire de la curation au fur et à mesure et ne plus suivre les gens, mais c'est du travail. Mais tu vois, ce que j'aime bien avec LinkedIn, en fait, aujourd'hui, c'est que ça permet de sortir aussi un peu de la bulle no-code. C'est-à-dire que j'adore Twitter et justement tous ces échanges qu'il y a autour du hashtag no-code et les gens et tout. Mais t'es dans une bulle quand même, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on suit les mêmes gens, et donc on un peu moins en sortir. Et donc du coup, c'est vrai que nous, dans notre mission un peu, on va dire, d'évangélisation, on a besoin aussi d'aller toucher d'autres gens qui sont pas encore convaincus. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Écoute, super. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis à très bientôt alors. Salut. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de NoCode France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode, et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils NoCode, si c'est pas déjà le cas, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert, ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.